la question d'aujourd'hui, c'est reprendre du pouvoir sur nos vies. Alors, ça c'est une question qui nous travaille tous, parce qu'on a de plus en plus l'impression, peut-être tous, que les possibilités d'agir nous échappent de plus en plus. Et donc, moi, c'est une question qui m'a travaillé depuis longtemps, et à l'origine de ce livre-là que je viens d'écrire, il y a une vraie angoisse. Une vraie angoisse, je ne le cache pas. Et cette vraie angoisse, c'est une évolution depuis 30 ans. Donc si je voulais résumer un petit peu l'évolution de ma pensée, quand j'ai commencé ma carrière, alors c'était vieux, hein, c'était dans les années 84, alors j'étais tout feu, tout flamme, je voulais travailler dans les énergies renouvelables, il n'y avait plus de boulot parce que le pétrole il était à $10 le baril, on faisait énergie renouvelable, il n'en était pas question. Et hop, qu'est-ce qui embauchait tous les ingénieurs? C'était la banque et la finance. Donc j'ai été dans la banque et la finance. Et puis dans la banque et la finance, je suis resté 15 ans. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des premiers problèmes. Alors, à un moment donné, quand j'ai fini ma carrière dans la finance et dans la banque, j'étais dans une société qui faisait de la titrisation, qui était une filiale de BNP, Indosuez et Caisse des dépôts. Donc c'était des très gros participants, et puis moi j'étais dans une filiale qui faisait la titrisation, un truc très nouveau, très dynamique. Et puis je voyais tout ce qui se passait là-dedans, parce que j'étais numéro 2. Alors comme je dis à mes étudiants, j'étais numéro 2, ils disent oh, il était important, le gars, évidemment on n'était que 2 à gérer ça. Mais in fine, ce que j'ai vu à la fin de cette histoire-là, c'est quand même qu'on nous a fait changer, on nous a fait faire des pratiques interdites, illégales. C'est-à-dire qu'on nous a fait remplacer certaines créances par d'autres. Et ça, c'était complètement illégal. Et celui qui a fait faire ça, c'est celui qui est devenu directeur de la Bourse de Paris. Donc un des plus gros postes en finance. Donc quelque part, il y avait déjà des signes avant-coureurs qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très saines dans la finance. Alors j'ai tourné, je suis allé à partir de 98 dans l'enseignement pour enseigner à l'université de Grenoble. Donc au début, j'ai enseigné la finance. Et du coup, j'ai commencé, en arrivant, j'avais commencé par écrire un article dans Libération. L'économie titanique a-t-elle assez de canaux de sauvetage? Du coup, bon, le titre, il était un peu choc. Et le titre, il était choc à l'époque, si bien qu'il y avait un grand directeur de chez nous, de notre institut, qui avait même dit « Ah, c'est dommage qu'il vienne d'être titularisé, parce que sinon on l'aurait viré à écrire des bêtises. » Alors, si vous lisez aujourd'hui l'article, vous allez vous dire que c'est quelque chose de vraiment pas très excessif, quoi, hein, par rapport à ce qui s'est passé, la crise en 2008. C'était une légère mise en cause. Donc quelque part, il y avait des choses qui n'allaient pas trop dans la finance. Et puis du coup, on m'a demandé de faire les cours d'éthique parce que personne voulait faire ça. Et puis moi, comme je disais que les choses n'allaient pas bien, qu'il fallait essayer de faire des managers plus responsables que ce qu'on formait, des gens qui n'étaient pas responsables, on m'a dit, bah, tiens, fais les cours d'éthique. Et alors là, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Parce que quand j'ai fait les cours d'éthique, en fait, je n'ai pas travaillé, j'ai demandé aux étudiants de travailler. C'est comme ça qu'on apprend le plus de choses. Donc je leur ai demandé, quels sont les sujets qui vous intéressent? Par groupe de 2, vous creusez ces sujets, puis vous nous faites des présentations. Alors il y a eu des étudiants qui ont présenté sur le problème de l'eau en Espagne, parce qu'ils étaient espagnols. Et alors là, on se rendait compte que dans ce domaine-là, il y avait des problèmes, parce que l'eau, finalement, on arrosait les golfs, et puis petit à petit, on n'avait plus assez pour tout le monde. Puis quels que soient les domaines qu'on creusait, on s'apercevait qu'on arrivait à des impasses. Des choses où même les professionnels des secteurs commencent à dire « mais ça ne va pas ». Il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est à cette époque-là qu'il y a eu aussi aux États-Unis, il y a eu Al Gore qui a fait son fameux film « La vérité qui dérange » et qui a commencé à dire
à faire un film qui a montré que sur le problème des changements climatiques, on risquait d'arriver à la catastrophe. Donc quelque part, tous ces points-là m'ont fait dire ben, il faut qu'on creuse un peu tous ces domaines. Et du coup, j'ai écrit un livre, La planète, ses crises et nous, avec Michel Griffon, qui est un expert économiste agricole, qui avait écrit juste auparavant Nourrir la planète, aux éditions Odile Jacob, et qui avait montré que voilà, il y avait des conditions, on pouvait nourrir 9 milliards d'humains, mais c'était difficile. Et dans ce livre, on commençait à faire le tour de tous les problèmes et de toutes les énormes difficultés qu'on rencontrait. Du coup, moi, dans mon idée, j'en étais là. Je suis un scientifique, il suffit qu'on explique à tout le monde qu'il y a des problèmes, et pour moi, ça allait être résolu. C'était une évidence. Ben, je me suis réveillé, après 2008, on a beau être convaincu qu'il y a changement climatique brutal, on a beau convaincu qu'il y a des tas de problèmes très importants qui doivent être prioritaires partout, on n'arrive pas à agir. Du coup, je me suis dit, c'est ailleurs, il y a quelque chose d'autre. Alors, pour découvrir qu'est-ce qui posait problème, j'ai une idée bizarre, je me suis dit, tiens, je vais faire de la philosophie. Alors, je me suis inscrit pour faire de la philosophie, pour essayer de voir ce qui n'allait pas. Et finalement, ça m'a permis de mûrir mes questions, et de découvrir un point clé du fonctionnement de notre société, de toutes nos sociétés, et ce point clé, c'est ça qui nous empêche d'agir, et qui fait qu'on ne peut pas agir. Du coup, le constat, il est assez terrible. C'est ce constat. Alors on va parcourir ensemble ce constat. Donc, le constat, c'est que, alors là, vous voyez la manifestation des 99. On est 99%, et du coup, la manifestation après la crise de 2008, les gens se sont mis dans la rue, on dit, on est 99%, c'est pas normal, la finance va changer, vous, les financiers, vous êtes 1%, c'est pas vous qui allez dominer le monde, et du coup, on reprend le pouvoir sur nos vies. Et quelque part, ce mouvement des 99, il est relativement en échec total. Donc, il reste ce mouvement, et puis il reste toujours de l'autre côté des gens fort souriants, hein, ils ont tous des sourires magnifiques, plus magnifiques les uns que les autres, et ils sont de plus en plus heureux, ils ont l'air vraiment heureux, avec des progressions colossales de fortune. Donc, vous avez ces deux aspects-là. Donc, alors pour faire tourner les slides, il faut que je fasse un truc comme ça, parce qu'il y a un capteur au fond de la salle. Je fais un truc comme ça, voilà. Donc, il y a des réalités qu'on ne peut plus cacher, qu'on peut plus cacher sous le tapis. Et ces réalités, on va en faire le tour plus doucement. Donc la première des réalités, c'est la raréfication et le pillage des ressources de la planète. Alors ça, vous le voyez tous un peu localement. Vous voyez tous un peu qu'il y a des problèmes de raréfication. Vous voyez, moi je vois l'eau du Buech qui commence à me faire pitié parce qu'il y a des algues partout, alors qu'il y a 20 ans, quand je suis arrivé, l'eau était transparente et les cailloux étaient magnifiques. Maintenant, c'est plein d'algues. Donc ça, c'est des petits détails locaux. Mais si on regarde globalement, alors il y aura pas mal de trucs qui viennent de Chine, parce que j'ai été pas mal en Chine. Et regardez le Yangtze en 2015, ça c'est le pillage des ressources. C'est l'eau, elle est toute rouge. Donc les ressources les plus importantes, c'est l'eau, la terre, et puis l'air. Donc l'eau, elle est complètement polluée, parce que c'est toujours plus facile de polluer, même si on gagne que quelques dollars, c'est plus facile de balancer dans le Yangtze. Donc quelque part, voilà l'état du Yangtze il y a 1 an, dans le monde. Alors là, on prend l'eau, mais si on prend les terres, on se dit, bah oui, il faut nourrir l'humanité, on parlait de ça tout à l'heure. Bah, les terres, c'est le même pillage par disparition. Alors là c'est aussi en 2015, c'est Rangzhou, c'est une petite ville chinoise de 25 millions d'habitants. Et dans cette petite ville chinoise de 25 millions d'habitants, il y a expansion des banlieues.
Alors évidemment, là c'était en 2005, le paysan qui faisait sa dernière récolte devant la Tour Eiffel. Et puis aujourd'hui, vous voyez 2015, ben effectivement, on se croirait presque à Paris. Donc c'est la disparition des terres cultivables dans le monde à une vitesse astronomique. Alors, on a vu l'eau, on a vu la terre nourricière, et puis on voit l'air. Alors l'air, j'aurais pu vous montrer la Chine, parce que c'est terrible, mais vous l'avez tous vu à la télé, donc on a tous vu que c'était horrible pour les pauvres Chinois. Sauf qu'en Europe, si on regarde l'Allemagne, vous avez une mine de charbon en Allemagne. Regardez la mine de charbon, c'est colossal. C'est colossal la surface que ça occupe. Et au niveau des pollutions, alors les pollutions aux particules fines, c'est les particules fines qui font pour nous préparer des cancers des poumons. Il y a à peu près 7 millions de morts par an dans le monde de cancers du poumon liés à ces particules fines, dont au moins 1 million ou 2 de morts en Chine. Et vous voyez que ces particules fines, elles sont au-dessus de la Chine, de l'Inde, mais aussi complètement au-dessus de l'Europe. Donc quelque part, notre air aussi, il est pollué à une vitesse grande. Donc, pollution, raréfaction, maintenant il nous reste, on a vu l'eau, on a vu les terres nourricières, et du coup, il nous reste les fameux gaz à effet de serre, ce fameux changement climatique. Alors, changement climatique, c'est quand même le point clé. C'est, les experts vous disent, on va peut-être pas s'en sortir tous indemnes de changement climatique. Et si on ne s'en sort pas tous indemnes, j'aime bien la phrase de Noam Chomsky, l'américain, qui dit on s'en sortira, il y en aura toujours qui s'en sortiront, l'homme ne va pas disparaître sur la planète, mais ce qui risque de disparaître, c'est la possibilité de conditions dignes pour tous. Et c'est ça qui risque de disparaître. Alors regardez, là je vous ai montré l'évolution des gaz à effet de serre jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai fait ce petit graphique où on vous montre l'objectif pour limiter à 2 degrés. C'est-à-dire qu'il faudrait se casser la figure en émissions. Il faudra y mettre beaucoup moins, c'est la ligne rouge. Tout de suite. Et 2 degrés, c'est à peu près ce que les experts disent, bon, c'est pas trop les dégâts, mais on pourra à peu près gérer. Au-dessus, on n'est pas du tout sûr qu'on va gérer quoi que ce soit. Et si vous regardez les promesses de la COP 21, les promesses de la COP 21, c'est la petite étoile rouge. On a promis qu'en 2030, on est là, tout là-haut. Alors qu'on devrait être complètement en dessous. Donc déjà, la promesse, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et après, la promesse, on a très peu de chances de la tenir. Donc, toutes ces réalités, c'est vraiment quelque chose de... un dégât colossal et rapide. Or, il y a une autre réalité, c'est la toute-puissance des très grandes entreprises. Alors, ce que je vais appeler très grandes entreprises, ce n'est pas tellement les entreprises que vous connaissez autour de vous, les entreprises de Gap ou d'ailleurs, mais c'est celles qui nous vendent la plupart de nos produits. Alors, ces très grandes entreprises, si on regarde là, ben voilà, il y a un lien, elles sont possédées, effectivement, par les grands milliardaires de la planète. Et là, vous avez l'index des hommes politiques et millionnaires qui ont une influence politique. Et en 2014, je ne vous ai pas mis le bon slide, mais en 2014, vous aviez Trump dessus. Donc il était dans l'index des milliardaires qui ont le plus d'influence politique. Déjà, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc quelque part, on voit qu'il y a un lien très fort entre ceux qui ont le pouvoir financier et le pouvoir politique. Alors là, ici, on voit en 2016, il y a 3 mois, on voit le PDG de Goldman Sachs, qui descend d'où? C'est l'escalator de la Trump Tower. C'est un des premiers qui a été voir l'ami Trump, alors que Trump avait dit « Je vais nettoyer le marigot de ces crocodiles ».
Et en fait, il a repris 4-5 personnes de Goldman Sachs. Donc voilà un petit peu la connivence du pouvoir politique et du pouvoir bancaire et financier, qui est un lien fondamental. Alors il y a une étude récente d'il y a 1 an qui a essayé d'analyser les grandes entreprises multinationales. Alors elles ont des tas de filiales, quand même des filiales, donc c'est très long, très compliqué à faire. Mais en gros, elles contrôlent 60% de la production mondiale. Et 147 entreprises en contrôlent 40%. Donc 40% de ce que vous achetez, c'est contrôlé par 147 grands groupes. Donc le pouvoir des très très grandes entreprises, il est hyper concentré et il se concentre de plus en plus vite. C'est-à-dire concentration massive, mais concentration qui s'accélère. Encore. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y avait marqué il caïman, etc. Donc vous comprenez aussi qu'il y a tout l'aspect évasion fiscale, dont je ne vous parlerai pas beaucoup cette fois-ci, mais qu'il y a aussi quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que l'évasion fiscale, c'est pour la France, je redis quand même, c'est 80 milliards par an d'évasion fiscale des grandes entreprises. Les grandes entreprises payent en moyenne 6% d'impôts, alors que nos PME, elles en payent 33%. Donc une PME n'a aucune chance de s'en sortir. Alors, si vous voyez, alors vous reconnaissez notre ami Trump, mais là au cœur c'est Bloomberg. Alors Bloomberg, vous le voyez, il est aussi au centre Bloomberg Center Harvard Business School. Harvard Business School, et tout le monde connaît Harvard, c'est l'idole des plus grandes écoles de commerce. Donc, tout le monde rêve d'aller enseigner ou d'aller étudier à Harvard. Et qui est-ce qui a fait le centre, qui a offert un centre de la finance? La finance, c'est le point clé de l'enseignement à Harvard. C'est Bloomberg. Et Bloomberg, vous le voyez aussi avec Donald Trump en 2003, et puis vous le voyez avec sa télévision Bloomberg, vous voyez qu'il vend à la finance l'ensemble des outils qui permettent le trading. Et enfin, vous le voyez en bas, il est quoi? Il est maire de New York. Donc vous voyez, il y a énormément de connexions avec ce qu'on enseigne, la politique et l'économie. C'est complètement connecté. Et c'est les mêmes personnes qui dirigent cette enseigne. Alors, quel est le problème? Quel est le problème de concentration des richesses? C'est que, en fait, il y a un mécanisme qui permet de renforcer et la concentration des richesses et d'enlever le minimum nécessaire à la survie des plus pauvres. C'est par exemple le mécanisme fondamental, c'est la transformation de tout en propriété privée. À partir du moment où les terres, par exemple dans certains pays, les terres qui appartenaient à tout le monde, on ne savait pas à qui, il y a un dirigeant du pays corrompu qui les privatise, ça appartiendra forcément à ces grands groupes. Parce que s'ils écoutent ce que je leur raconte, ils comprennent que ce qui va devenir rare, c'est la nourriture. Ce qui va devenir rare, c'est l'eau. Donc qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire? C'est acheter la nourriture et acheter l'eau. Donc quelque part, c'est l'avenir pour les financiers. Et du coup, la même chose. Si on privatise l'eau, tous les endroits où on va dire que l'eau peut être privée, que les sources peuvent être privées, eh bien, les sources seront toutes privatisées au détriment des gens qui les utilisaient avant. Donc quelque part, ce qui accélère la problématique et la remontée de richesse et qui enlève la survie des plus pauvres, c'est le fait que petit à petit, le champ de la privatisation s'étend à des biens qui sont nécessaires à la survie, comme l'eau et la nourriture. Donc c'est toutes les propriétés privées. Et la deuxième partie qui va avec sur le plan humain,
c'est le fait de tout pouvoir vendre. Donc, si on enlève petit à petit les interdits partout, bah, tout va pouvoir se vendre, comme par exemple le marché des reins, le marché des foies, de tout ce qu'on veut. Et ces marchés-là, on peut discuter, savoir est-ce que ça doit se vendre, est-ce que ça ne doit pas se vendre. Notre prix Nobel d'économie de Toulouse, Jean Tirole, a dit clairement que c'était un crime de dire que ces choses-là ne devaient pas se vendre sur les marchés. Donc il a évacué toute discussion possible, et notre gouvernement a dit ah ben si un prix d'économie le dit, on n'a rien à dire dessus. Donc il y a cette question-là qui s'étend donc à la Syrie, qui s'étend aussi jusqu'aux organes de tout le monde. Alors, quand on voit ce mécanisme d'accaparement par les entreprises et de vouloir faire du bénéfice à tout prix, on peut remonter à une époque. Là, vous voyez une photo. Vous voyez Hitler, vous voyez les Jeux Olympiques, et à côté, avec son chapeau, c'est McCloy. Alors McCloy, donc ça c'est en 1936, les Jeux Olympiques. Alors pourquoi McCloy, qui est un Américain, il était à côté d'Hitler? Alors ça c'est une bonne question. Ben, c'est qu'il était aussi conseiller d'I.G. Farben. Alors, I.G. Farben, je vais vous lire un extrait pour être très très précis de ce qu'a fait McCloy. C'est I.G. Farben. Pardon? I.G. Farben, c'est quoi? Alors, I.G. Farben, c'est une entreprise, et du coup, je vais vous lire ce que c'est comme entreprise. Suite à la Première Guerre mondiale, donc, suite à la Première Guerre mondiale, la société I.G. Farben regroupe des entreprises allemandes comme Bayer et BASF et devient un empire industriel de tout premier plan. Elle constitue un des piliers économiques du régime nazi. Dès 1932, elle finance Adolf Hitler à hauteur de 400 000 Deutschmark. En 1938, I.G. Farben fournit à l'armée allemande plus de 50% de ses besoins en armes et en énergie. En 1942, l'entreprise finance la construction du camp de travail de Monowitz-Buna, qui est un sous-camp dépendant du camp d'extermination d'Auschwitz. C'est le camp où Primo Levi va être enfermé. Donc, ce camp est dirigé par des civils de la compagnie I.G. Farben, en collaboration avec la SS, pour fabriquer notamment du caoutchouc synthétique. Alors, qu'est-ce que faisait notre ami John McCloy? À cette époque-là, c'était l'époque des cartels. C'est-à-dire qu'avant-guerre, c'est les entreprises mondiales qui se partageaient la planète pour faire un maximum de profit, remonter un maximum d'argent, sans se faire concurrence. Et du coup, ils faisaient des accords pour ne pas se gêner sur des bouts de territoire. Et donc, John McCloy était l'avocat d'I.G. Farben avant la guerre. Et donc, on le voit, c'est lui qu'on voit à côté d'Hitler. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, de 1947 à 1949, il va être nommé président de la Banque mondiale. Donc, une bonne promotion. Qu'est-ce qui va lui arriver en 1949? Il va être nommé gouverneur militaire pour la zone d'occupation américaine en Allemagne. Et donc, à cette époque-là, il va organiser une campagne de réconciliation et de commutation des peines de criminels nazis. Et c'est à cette époque-là qu'il a fait libérer Fritz Termir. Et Fritz Termir, qui c'est? C'est le directeur d'I.G. Farben, membre du parti nazi depuis 1937, directement impliqué dans la mise au point du gaz Cyclone B, auteur de la formule Arbeit macht frei, condamné en 1948
pour pillage et esclavage dans le camp d'Auschwitz, au sous-camp de Monowitz-Buna, et donc condamné à 7 ans de prison. Donc il le fait libérer. Il le fait libérer, on lui fait restitution de ses biens, et qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas tout. Il va revenir travailler chez Bayer, et vous pouvez le trouver. Il est président du conseil d'administration de 1956 à 1964. Donc quelque part, j'ai voulu vous le lire pour que ce soit très précis. Donc ce mécanisme qui fait que les très grandes entreprises, pour faire du profit, n'ont pas de limite, ça ne s'est pas arrêté après-guerre. Ça ne s'est pas arrêté après-guerre. En 1964, c'était toujours le cas. Et du coup, cette problématique de on peut tout faire pour remonter du profit, on remonte le profit à outrance, c'est ça le mécanisme qui fait qu'actuellement, on ne peut rien faire et qu'on fonctionne. On fonctionne comme dans des camps pour cette remontée de richesse. Alors la question après, elle est qu'on aboutit à des inégalités complètement fortes, puisqu'on fonctionne avec remontée de richesse. Alors les inégalités, elles ont toujours été acceptées sous une certaine forme. Si on voit là, le fait qu'il y ait des esclaves et des maîtres, c'est classique, c'est pas nouveau. Là, je vous montre les esclaves à Rome, je vous montre Attila, l'esclavage, les Indiens, etc. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Si on voit après, les riches et les pauvres, ça c'est les richeurs du duc de Berry, c'est aussi quelque chose de classique. Mais ce que vous voyez, par contre, c'est que les riches, là, qui semblent tondre les moutons avec le beau costume, ils sont à côté des pauvres. Les gens sont mélangés, vivent ensemble. Donc il y a des riches, il y a des pauvres, il y a toujours eu de la violence, mais il y a une certaine vie ensemble. Si on regarde après, alors là c'est Marseille, c'est la vieille charité. Alors c'est la première fois où on commence à Marseille à écarter les gueux. Quand il y a trop de gueux, parce qu'on les appelle les gueux, à Marseille il y a les chasse-gueux, et ils les traquent et ils les enferment dans la vieille charité. Ceux qui sont étrangers, ils sont foutus dehors, et ceux qui sont les gueux, ils sont enfermés dans la vieille charité. Alors aujourd'hui, quelle est la différence par rapport à ça? Aujourd'hui, la différence, c'est que autant il y avait un mélange, autant aujourd'hui, les camps et la séparation, le principe de camp est accepté. Et le principe de camp, il est accepté, vous le voyez aujourd'hui, là, vous voyez Buenos Aires, vous voyez la Villa de la Miseria. Alors, au début, dans les années 30, c'était un tout petit camp, on voit sur cette carte postale, noir et blanc, photo noir et blanc. Et puis aujourd'hui, c'est un camp qui a grossi, qui n'a pas arrêté de grossir. Tous les ans, il y a des paysans qui perdent leur terre et qui viennent et qui s'amassent dans cette Villa de la Miseria de Buenos Aires. C'est un quartier, mais les quartiers se multiplient. Si on voit après, la différence, c'est qu'il y a des camps pour les pauvres, mais il y a des camps pour les riches. Et du coup, les camps pour les riches, c'est la séparation. Et la séparation, il y a énormément de gated community qui se créent. C'est-à-dire que, forcément, on s'enferme avec télésurveillance. Et donc, séparation des modes de vie. Là, vous voyez, c'est cette année, une photo de 2016, Sao Paulo. Les piscines des plus riches sont vues direct sur le ghetto. Et ça, c'est l'acceptation finale. C'est l'acceptation finale du camp. Parce que arriver à accepter qu'avec sa piscine, on ait cette vue-là, ça veut dire qu'on a encore franchi une étape dans la séparation. Mais il nous reste une question clé. On dit que ça fonctionne comme un camp,
Mais pourquoi donc il y a cette logique des camps? Et pourquoi ça peut fonctionner? Moi, je n'ai pas compris. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pas possible à comprendre. Pas possible à comprendre. On se dit, il va y avoir des révoltes, il y a l'empathie, il y a le bon cœur. Si vous regardez Rifkin qui propose la troisième révolution industrielle, il parle, à la fin, il dit, ah oui, tout ça va marcher parce que je crois que l'empathie va se développer. Donc on se dit, mais a priori, l'empathie va se développer, tout ça, c'est pas possible, ça ne peut pas tenir longtemps. Alors, une partie de la solution, elle a été donnée en 1970 par une expérience à Stanford de Zimbardo, en 1974. Donc c'était un universitaire, et cet universitaire, il avait des étudiants plutôt gauchistes. Hein. C'était des gauchistes qui soutenaient, qui étaient contre la guerre du Vietnam, et qui étaient plutôt des militants de la paix, etc. Ces étudiants, c'était ça, la psychologie. Alors qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Il a fait un jeu réel, c'est-à-dire c'était le premier jeu réel, où finalement il tirait au sort parmi ses étudiants qui allait jouer le rôle du gardien et qui allait jouer le rôle du prisonnier. Et puis du coup, une fois qu'ils étaient comme ça, chacun jouait son rôle. On laissait pendant des jours et des jours, chacun jouait les rôles. Petit à petit, il fallait fermer dans les cellules, etc. Et en fait, au bout de 10 jours, ça a tellement déliré du côté des gardiens qu'il y avait des risques de survie pour les prisonniers. Des risques de survie. Et il a fallu qu'une des étudiantes mette le holà et dise « Oh, on arrête tout, moi j'arrête ce jeu complètement stupide, on arrête tout. » Donc une seule sur 50, et 50 intervenants. Et celui-là, Zimbardo, il l'a épousé, c'était sa femme. Bon. Comme quoi, les expériences, elles ont toujours du bon. Et qu'est-ce qu'il en a déduit de son affaire? Il en a déduit que quand on met les gens dans des conditions institutionnelles particulières, on va fabriquer des gardiens qui sont, il a pu les classer en 3 catégories. Il y a d'une part ceux qui sont sadiques, c'est pas la majorité, c'est-à-dire certains qui aiment voir souffrir les autres, c'est pas la majorité. Mais après vous avez les dociles, vous avez les zélés et les dociles. Donc les zélés, c'est ceux qui se prennent au jeu et qui finalement disent moi je participe à un truc, soit c'est une expérience, soit de toute façon il faut de la sécurité, soit on a toujours des tas de raisons d'être zélés. Et puis les dociles, c'est ceux qui sont encore capables de gestes d'humanité, c'est-à-dire qui par-dessous vont aider, vont faire des petites choses par-dessous parce qu'ils le supportent difficilement. Mais il n'empêche qu'en dehors de ces 3 catégories, il n'y a eu qu'une personne, qu'une fille sur 50. Et donc, voilà cette expérience-là. Alors aujourd'hui, ce serait qui les sadiques? Ce même Zimbardo, on l'a interviewé quand il y a eu la prison d'Abu Ghraib. Quand on a enfermé dans la prison d'Abu Ghraib, à Bagdad, et du coup, où il y avait des tortures humaines. Et ce qu'il a dit, if you put good apples into a bad situation, you'll get bad apples. Donc en gros, si vous mettez des pommes saines dans une barrique pourrie, vous finissez par avoir des pommes pourries. Et du coup, la problématique de fond, c'est, du coup, il disait qu'il ne mettait pas en cause les militaires. Il met en cause la situation qui fait que tout le monde devient comme ça. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on va trouver les sadiques. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les zélés. Les zélés, vous avez typiquement, là je vous ai mis qu'un exemple, mais je vous ai mis Alain Greenspan. C'est mon ennemi préféré. C'est le président de la Fed, la réserve, la Banque centrale américaine pendant 25 ou 30 ans. Et donc, ce Alain Greenspan, du coup, il était, là on le voit dans le bureau de Ford, à l'époque de Ford, et on le voit avec
une grande amie à lui qu'il a vénérée, c'est Ayn Rand, une pseudo-philosophe. Et c'est cette philosophe qui a bâti toute une philosophie qui a été très très populaire après-guerre, une philosophie de la cupidité et de l'égoïsme. Elle a écrit son livre « Les vertus de l'égoïsme ». Les vertus de l'égoïsme. Et donc, c'est ça qui a lancé, elle a lancé une philosophie qui a ancré le courant. Il faut être égoïste, c'est très bon, il ne faut pas s'occuper des autres, jusqu'à même elle a dit même texto, si les gens disparaissent, ben, tant pis pour eux. Et donc tout est basé dans son système sur la notoriété. Les gens poussés pour avoir de la notoriété et s'enrichir vont faire des trucs qui vont améliorer la vie. Alors on ne sait pas de qui, qui vont améliorer la vie. Et du coup, dans ce système-là, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'État. Donc sa philosophie, c'est zéro État, qu'il n'y ait pas d'État du tout. Et en tant que président de la Banque centrale, il a fait sauter toutes les régulations financières qui avaient fait qu'il n'y avait pas de crise depuis 1933. Après la crise de 29, on avait tout régulé. Et quand il est arrivé dans les années 90, il a tout redérégulé. Ce qui fait qu'on est arrivé en 2008 à la crise financière qu'on connaît. Alors là, c'est un petit cartoon récent où, suite au crack de 2008, ben voilà, vous voyez qu'il n'y a plus de feu de signalisation, donc il n'y a plus de régulation. Du coup, il y a les voitures de la finance et puis les constructions de logements qui sont rentrées les unes dans les autres. Et vous avez notre ami Greenspan. On n'a pas mis de feu rouge parce qu'on a supposé qu'ils étaient capables de se réguler par eux-mêmes. Donc vous voyez, les zélés, c'est ceux qui vont participer à faire en sorte que ce système continue à remonter le plus rapidement possible vers ceux qui ont le plus le pouvoir. Et que c'est une bonne chose. Alors les zélés, c'est quand nos présidents, qui soient d'un bord ou de l'autre, ils vont voir le dictateur du Kazakhstan qui est classé dans les dictateurs. C'est un pays où Amnesty International dit qu'il n'y a pas les droits de l'homme, qu'il y a des tortures régulières, etc. Il n'y a pas que lui, on a eu d'autres qui vont faire des conférences rémunérées. Bon. Donc voilà, ça fait partie des zélés du système. Et puis vous avez les dociles. Alors, les dociles, là je vous ai mis la secrétaire du chef de la propagande du régime nazi de Joseph Goebbels. Donc elle est morte à 106 ans, et elle a dit, un an avant sa mort, « Je ne pouvais pas résister, je fais partie des lâches. Nous étions nous-mêmes dans un gigantesque camp de concentration. » Et finalement, les dociles, c'est chacun de nous, parce que quelque part, mis dans la même situation, on ferait probablement pareil. On ferait pareil. Et on serait là à dire, quand un an avant de mourir, bah oui, on était coincés. Alors on retrouve ces trois catégories, et puis on peut en rajouter une, si on va jusqu'au bout, celle que Primo Levi, il a réutilisé un mot qui était utilisé dans tous les camps de concentration, qui est les musulmans. C'est un mot des camps de concentration, c'est pas un mot qu'il a inventé lui. Et du coup, ce qu'il dit, c'est que les musulmans, les hommes en voie de désintégration, ceux-là ne valent même pas la peine qu'on leur adresse la parole. Celui qui ne sait pas devenir organisateur, combinator, prominent, farouche éloquence des mots, devient inévitablement un musulman. Voilà, c'est donc celui qui a vocation dans les camps à disparaître. Alors, bon, j'ai fait un peu l'analogie. On sait que quelqu'un à la rue, son espérance de vie, moi j'ai lu que c'est 10 ans. Donc nous, notre espérance de vie, à partir du moment où il est à la rue. Donc si demain je suis à la rue, c'est 10 ans mon espérance de vie. Donc en fait, bon, cette catégorie, c'est une catégorie extrême. Voilà. Donc la conclusion de ça, c'est que le camp, il nous semble planétaire. Les très grandes entreprises y participent largement à le fabriquer. Je ne peux pas y échapper.
moi comme mon voisin, par zèle ou par servitude volontaire, nous y prenons pas. Donc voilà le constat. Voilà le constat qui est un constat dur, hein, et un constat terrible. Et par rapport à ce constat, alors, je pourrais m'arrêter là. Le livre, il aurait pu s'arrêter là. Voilà. J'ai compris intellectuellement comment ça marche. J'ai compris un peu pourquoi. Donc, alors, mais je me suis quand même posé des questions. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc là, ça va vite. Hein. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, on rentre dans la conférence. La conférence, c'est est-ce qu'on peut reprendre du pouvoir sur notre vie par rapport à ça? Et là, c'est les côtés plus positifs. Alors, je vous mets des photos qui vont vous faire plus plaisir, qui vont vous faire plus rire. Ça, c'est Mario Draghi, c'est notre ami de la Banque Centrale Européenne. Et puis, c'est Caroline de Witt, une Allemande, une fémène, qui s'est fait passer pour une journaliste et qui saute sur son bureau en lui lançant un poème. Et dans le poème, nous ne voulons pas être régulés par la Banque Centrale Européenne, nous ne sommes pas des jetons, nous avons vos vies. Le poème, bon, j'ai l'intégralité, il est joli, il est beau. C'est une manière de révolte et de dire, nous on veut participer à ce qu'on fait, la création monétaire. Donc la création monétaire, on crée 80 milliards d'euros par mois en Europe. Et du coup, on peut avoir le droit de dire ce qu'on va en faire. Moi, ce que je milite, par exemple, avec Alain Grandjean, donc, c'est que cette création monétaire, elle soit faite pour financer la transition énergétique. Donc, quelque part, on peut essayer de reprendre le pouvoir sur la création monétaire. Alors, d'autres mécanismes qui paraissent rien, c'est par rapport à l'évasion fiscale. Par rapport à l'évasion fiscale, c'est 80 milliards qui nous manquent. Quelque part, il y a les faucheurs de chaises qui ont fait un truc rigolo. Ils prennent les chaises dans les agences, et puis au procès Cahuzac, ils avaient mis toutes les chaises devant les policiers. Alors ça, on peut rire, on peut dire que ça n'a pas d'effet, mais ça a eu de l'effet. La BNP a décidé de fermer certaines filiales dans des paradis fiscaux. Puis vous avez un troisième exemple, parce qu'on peut se dire dans les dictatures, ça ne sert à rien. Poutine, il était très très inquiet par un petit phénomène qui s'appelait la révolte des jouets. Et donc cette révolte des jouets, c'est des gens dans toute la Russie qui mettaient des petits Legos avec des pancartes et avec des petits slogans. Et du coup, personne ne pouvait être jugé en prison puisque c'était les jouets. Et puis les gens passaient et regardaient les jouets. Et donc ça s'est passé dans plein de lieux. Là, vous avez au fin fond de la Sibérie, une petite ville de fin fond de la Sibérie qui a fait sa petite manifestation des jouets. Voilà. Donc voilà des reprises en main de nos vies. Et moi, ce que je vous propose aussi dans la deuxième partie de mon livre, c'est de passer, moi, ce que je me suis proposé à moi, parce que je vous propose rien, vous faites ce que vous voulez. Moi, je me suis proposé à moi, et puis je vous dis ce que j'ai fait. Je me suis dit, il faut passer nos choix individuels et collectifs à travers un tamis de questions. Et du coup, moi, c'est des questions que je pose. Alors ça, c'est ce que m'a apporté la philosophie. Hein. C'est Socrate qui posait des questions. Et puis à vous de voir, et puis à chacun de voir ce qu'il en fait, ces questions. Et du coup, les quatre questions qui me semblent importantes, c'est la liberté pour moi et les autres, cette question-là. À travers chaque choix collectif, est-ce que ça va améliorer ou est-ce que ça va pénaliser cette question-là? Donc c'est la liberté pour moi, parce que c'est très important, et pour les autres. Une deuxième question qui me paraît très importante pour moi sur le plan écologique, c'est que la planète, elle nous offre des capacités. Il y a des capacités, par exemple, en gaz à effet de serre, on peut très bien calculer que si on veut être raisonnable et ne pas faire exploser notre planète, il faudrait que chacun ne consomme pas plus de tant de litres de pétrole par an. C'est ça que j'appelle la juste part.
C'est pareil pour l'eau. Pour l'eau, si je suis dans le Buech, ben voilà, on a quand même des sources. On est quand même relativement riche en eau. La juste part, c'est, supposons qu'on se partage collectivement tout mon bassin versant, qu'on se partage cette eau. Est-ce que je peux avoir un golfe? Peut-être pas. Si j'ai un golfe, les autres n'auront peut-être plus de quoi boire et de quoi vivre en eau. Donc cette question fondamentale, c'est la juste part. C'est une division raisonnable de ce qu'offre la planète, divisée par le nombre de personnes qui doivent se le partager. Et du coup, essayer de tendre vers cette juste part, c'est quelque chose d'important. Quand il n'y avait pas de problème climatique, je m'en fichais de consommer plein de pétrole ou plein de choses comme ça. Maintenant, si on me dit, ben voilà, tous les ans, pour atteindre notre objectif, il ne faut pas consommer mondialement plus de tant de litres de pétrole, ben je peux diviser, on est 7 milliards, ben ça fait combien pour moi? Et c'est ma juste part. Bon, après, j'en suis peut-être loin. Et je me dis, voilà ma question. Et je me dis, comment faire pour qu'à travers mes choix, je m'en rapproche. Alors là, une troisième question, c'est pas d'exclus. Parce que dans une collectivité, quand on a commencé à définir un nous, on définit un nous, qui est la collectif, qui est un collectif. Alors il peut y avoir des collectifs plus ou moins grands. À partir du moment où on est inclus dans le nous, ne pas faire d'exclus, pour moi, c'est quelque chose de base. Si jamais on me dit tout d'un coup, ou je dis à mon voisin, ah bah oui, mais maintenant, toi, t'es malade, ah bah, du coup, t'as plus le droit de consommer, t'as plus le droit de vivre, t'es malade, tant pis, on t'exclut. Donc cette question de ne pas faire d'exclus, c'est un point clé, d'autant plus qu'on voit que les camps, ils fonctionnent par l'exclusion. Et les gens sont dociles, etc., du fait qu'il y a des exclus. Donc cette question de pas d'exclusion. Et puis la dernière question, pour moi importante, c'est la question d'autonomie. Est-ce que dans les choix que je fais, est-ce que je peux faire, est-ce que ça participe, est-ce que je fais mes lois de vie? Souvent je dis mes lois, mais mes lois ça ne suffit pas, mes lois de vie. C'est-à-dire comment je vis, est-ce que je participe à définir comment je vis? Et du coup ça, cette question d'autonomie, cette question de participer à faire ces modes de vie collectifs, c'est quelque chose de fondamental. S'il y a des structures auxquelles on ne participe pas du tout, pour moi c'est des structures négatives. Donc voilà moi les 4 questions qui m'ont semblé pour moi importantes par rapport à ça. Alors j'essaie de l'appliquer, c'est la période d'aujourd'hui, à des questions clés qu'on se pose tous, c'est pour qui voter. Alors pour qui voter, si on regarde ça, alors j'ai pas, c'est des questions, je suis un philosophe, donc j'ai que des questions. Donc pour qui voter, ben voilà, je vous les ai tous mis, j'en ai pas oublié. Alors voilà, qui propose parmi eux, qui propose la liberté pour moi et les autres, qui propose la juste part, qui propose pas d'exclus, qui propose l'autonomie, qu'on participe tous à faire nos lois de vie. Voilà la question que je me pose pour savoir pour qui voter. Dure question, mes amis. Nous partageons tous. Deuxième question, c'est l'Europe, on l'aime ou on la quitte, c'est la question de quitter ou pas l'Europe. Là, il y a des petites questions poil à gratter. Donc, par exemple, est-ce qu'on veut casser la logique d'évasion fiscale en Europe? Alors, il y en a une qui veut bien, la jolie, puis elle a écrit Le loup dans la bergerie récemment sur notre président de l'Europe, Jean-Claude Juncker, et en décrivant l'homme des paradis fiscaux placé à la tête de l'Europe. Et elle a exactement raison. Donc, une autre question qui est un peu poil à gratter pour l'Europe, c'est veut-on la souveraineté des citoyens? C'est-à-dire quand on dit participer à faire nos règles. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous, à la Constitution européenne, on a voté non? Vous vous souvenez, à 54%. Et puis les Grecs, où ils expliquent en fait, Oxy c'est non et Naï c'est oui. Bah de toute façon en Europe depuis 2005, non ça veut dire oui. Donc il y a cette question de l'autonomie, de la possibilité de faire ses règles. Puis une dernière question, voilà gratter. Veut-on rembourser la dette? Alors, ça c'est une question, pour la France c'est une question à 2000 milliards, pour les Grecs c'est une question à 300 milliards. Mais si vous multipliez
la population grecque par 7. Si vous multipliez la dette grecque par 7, vous avez la population française et la dette française. Donc il y a quand même, sachant que la France produit quand même plus que les Grecs, qui ont quelques ruches et quelques moutons. Donc cette dette grecque, c'est un vrai problème de rembourser la dette, parce que les Grecs sont incapables de rembourser leur dette. Le FMI le sait, le FMI le dit, et pourtant, Pierre Moscovici est venu le 4 décembre 2016 expliquer à notre ami Tsipras qu'il fallait quand même absolument qu'il rembourse la dette. Alors évidemment, il ne peut pas la rembourser, bien sûr, et il a privatisé les îles, l'eau, tout ce que vous voulez. Et donc cette question de fondamentale sur la dette, elle est fondamentale. Le remboursement de la dette, ce n'est pas une sous-question. C'est même une question qui devrait être prioritaire de discuter dans les élections. Voilà, par rapport à l'Europe, ben voilà quelques questions qui me semblent importantes. Et du coup, alors là c'est mon truc automatique qui est reparti. Bon, c'est pas grave, c'est pas d'important. Du coup, la question que je me pose moi maintenant à chaque fois, c'est ces questions-là. Et c'est ces questions qui me semblent permettre de redonner l'espoir de reprendre du pouvoir sur nos vies. Voilà. Et bien, ça devait être... Il y a une belle image, il y a un petit dessin du slide de fin, ça doit être ça. Cherchez-moi comment j'assure, et pas celle d'après. Voilà, c'était pour vous montrer le petit dessin. Ben, merci bien.